Alors, c'est un autre triomphe de Bacchus qui a été fait moins d'un siècle après. Celle qu'on vient de voir de Hermskerk datait de 1537, celle-ci date de 1626, qui est un des triomphes de Bacchus les plus importants de l'histoire de l'art et qui a été réalisé donc en 1629 par le peintre espagnol Diego Velázquez, qui est né en 1599 et mort en 1660. Et donc voici le triomphe de Bacchus. Alors, moi, ça m'intéressait de vous montrer évidemment ces deux triomphes. Il y a à peine 80 ans d'écart entre les deux. Le titre originel de cette peinture, c'est Il Trionfo de Bacco, donc aucun doute, aucune ambiguïté. Ce sont deux triomphes de Bacchus, il n'y a absolument pas d'ambiguïté. Or, vous vous rendez compte qu'entre les deux peintures, il y a un gouffre qui est absolument délirant. Ces deux peintures qui n'ont strictement rien à voir, au point même qu'il semblerait qu'elles n'ont absolument pas les mêmes références, qu'elles ne disent pas la même chose, et que techniquement, s'il n'y avait pas une couronne de pampres sur la tête de quatre personnages, je serais incapable de pouvoir énoncer que c'est un triomphe de Bacchus. C'est un triomphe de Bacchus parce que c'est indiqué comme ça par Diego Velázquez, qu'on a un contrat, le contrat, on sait comment il est fait, donc c'est indiqué comme étant un triomphe de Bacchus. L'œuvre date donc de 1626, elle est conservée aujourd'hui au Prado à Madrid. C'est un tableau qui fait 165 par 225 cm, donc un tableau assez grand, c'est un grand format. Et il faut savoir, et c'est la petite anecdote qui va être importante pour la suite, il faut savoir que cette œuvre a été commandée par le roi d'Espagne, Philippe V, et qu'elle a été commandée pour un truc très particulier. Elle a été commandée pour prendre place dans la chambre à coucher du roi dans sa maison de campagne. Voilà, c'est étonnant. Je ne sais pas si vous feriez pareil, mais en tout cas, c'est étonnant d'avoir ça dans sa chambre à coucher. Donc là aussi, il faudrait réfléchir à la teneur de ces objets, etc. Bon. Une fois qu'on sait ça, on a déjà quelques informations, mais on en reparlera après. Donc, ce tableau est appelé de manière traditionnelle par Il Trionfo de Bacco. En règle générale, on l'appelle plutôt los borrachos, c'est-à-dire les bourrés. Et ça renvoie à ce truc. Voilà, voilà. Et on en reparlera parce qu'en même temps, ils n'ont pas du tout l'air bourrés. Mais du coup, on en reparlera pour arriver à comprendre la différence de la peinture précédente. On sentait quelque chose qui était beaucoup plus intense. Là, il y a quelque chose de plus... Voilà, bon, on en reparlera. Je vais essayer de vous poser les choses. Donc, la peinture représente quoi? Elle représente, donc supposément, sur la partie gauche, elle représente le dieu Bacchus jeune, cette fois-ci, avec une peau relativement très pâle qui prend la lumière du soir qui vient de la gauche. Il est torse nu et il est couronné de la pampre, évidemment. Et il est entouré de personnages. Il y a donc 8 personnages en tout dans cette scène. Parmi les personnages, vous avez donc un premier personnage qui est à gauche de Bacchus, qui est donc le plus proche de lui, donc qui pourrait être un Silène ou qui pourrait être Pan, éventuellement, mais rien ne nous a dit, qui est lui aussi torse nu et qui est couronné de la pampre. Vous avez dans le contrebas, dans le contre-jour absolu, vous avez un personnage qui est peint exclusivement en tonalité de brun, qui permet de rendre à cette scène une sorte d'hyper-contraste et de théâtralité absolument délirante. Ce personnage n'est là que pour ça, c'est une sorte de masse brune qui permet de renforcer évidemment la carnation de la chair de Bacchus et ce rose du vêtement. Et puis de l'autre côté, vous avez un groupe, ce qui fait que le tableau est vraiment divisé en deux parties. De l'autre côté, vous avez un groupe de 6 personnes, dont au centre, un homme habillé avec des guêtres et un sabre, ou une épée, enfin plutôt un sabre, qui est en train de se faire couronner par Bacchus, donc d'une autre pampre. Et puis vous avez 5 autres personnages derrière qui sont amalgamés autour, et dont 2 personnages qui sont extrêmement importants, qui sont ces 2 gars qui nous regardent droit dans les yeux. Et alors, on en reparlera, mais c'est cette question éternelle qui se tient sur ce tableau. Est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il rit, ou est-ce que tout simplement, ils ne sont pas en train de se moquer et que vraiment, il y a une dimension une moquerie profonde qui viendrait. Alors, est-ce qu'ils se moquent de nous, spectatrices, spectateurs, qui sommes dans une tenue bien sérieuse par rapport à eux?
Est-ce qu'il se moque d'autre chose? On en reparlera tout à l'heure, j'essaierai de vous proposer quelques hypothèses. En tout cas, voilà, on a ce tableau qui est là, très, très sobre, qui pourrait donc... Et évidemment, j'ai oublié de vous dire, donc en arrière-plan, vous avez donc sur la partie gauche, vous avez les restes d'une vigne qui est donc grimpée, hein, on fait pousser la vigne en hauteur, pas basse, et puis derrière, vous avez un fond de paysage, avec un ciel de fin de journée, un peu gris, pas très solaire, un peu gris, et qui est donc, c'est une sorte de fin de journée, une fin de travail. Et donc on pourrait donc imaginer que c'est un triomphe de Bacchus, mais on pourrait beaucoup plus imaginer qu'on est en fin de journée après une dure journée de vendange, et que voilà, on est une réunion de campagne avec des gens qui boivent des coups à la fin d'une journée de travail. Alors, à partir de ça, il faut comprendre que le grand génie de cette peinture tient de cette incertitude. C'est qu'au fond, on ne saura jamais de quoi il s'agit. Est-ce un problème mythologique ou est-ce un problème fondamentalement vernaculaire? C'est tout à la fois et c'est indiscernable dans la manière avec laquelle on le fait. Avec évidemment le truc qui pose problème au milieu de tout ça, c'est qu'il y a ce geste très étrange de quelqu'un qui couronne quelqu'un d'autre qui est à genoux. Et donc il y a ça qui va nous embêter, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire autour de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le XVIe siècle, et particulièrement au XVIIe siècle, il faut comprendre que le XVIIe siècle, c'est partout en Europe, et particulièrement en Espagne, mais en France, en Italie, c'est le siècle de l'absolutisme. Ça veut dire qu'on est dans une très forte contrainte des systèmes de représentation. Et ça veut dire que l'extraordinaire émergence de la figure de Bacchus à cette période-là est très très liée à cette idée que Bacchus n'est pas tant un problème lié à la religion antique, c'est que Bacchus est un symbole allégorique baroque. C'est une fondamentale allégorie baroque. Et c'est une allégorie de quoi? C'est une allégorie de l'ébriété en tant qu'elle rend la possibilité d'échapper à la condition matérielle. Donc ce qui veut dire qu'au XVIIe siècle, Bacchus est un symbole fondateur à la fois de la liberté, mais à la fois de la possibilité d'échapper à sa condition, c'est-à-dire d'une épreuve de la singularité. Donc, ce qu'on peut comprendre aussi dans ce tableau, c'est que c'est un tableau de genre, fondamentalement et exclusivement un tableau de genre, dont le titre n'aurait comme valeur d'exclusivement nous indiquer quelque chose de l'expérience de la liberté depuis la condition matérielle humaine. Et dans ce cas-là, ce qui commencera à prendre son sens, ce tableau est conservé, il a été une commande du roi, le roi qui est le signe du pouvoir de l'absolutisme, et que le roi va le conserver dans l'intimité de sa chambre. Et donc on peut parfaitement imaginer qu'effectivement ce tableau a une valeur de lecture morale du monde, c'est de rappeler à celui qui va le voir en se levant le matin que, évidemment, par-delà la condition mythologique et théologique, il y a la condition matérielle de l'humanité comme réclamation d'une forme possible de liberté, c'est-à-dire d'une forme possible de singularité. Et on pourrait imaginer ça. Mais il y a des choses, c'est que c'est plus compliqué, il y a d'autres choses qu'il va falloir qu'on comprenne autour de ça. Ce qui voudrait dire qu'en première conséquence, ça veut dire que ce qu'on voit de ce tableau, c'est quelque chose qui appartient à un registre de l'immanence, mais sans aucune transfiguration. 9 personnes qui boivent des coups à la campagne. Après, si moi, spectatrice, spectateur, je veux le transfigurer parce que j'ai un titre, etc., ça, c'est un deuxième champ. Mais dans un premier temps, il n'y en a pas. Alors, il y a les 2 personnes qui nous regardent avec ce truc étrange. Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils se moquent de nous? Là aussi, pas de transfiguration de ce côté-là. Tout est extrêmement serré. Et dans ce truc extraordinairement serré, vous avez ces 2 personnages qui nous regardent et qui rient. Vous avez les 3 personnages sur la partie droite qui sont préoccupés. Un qui est préoccupé de la scène, 2 qui sont préoccupés plus ou moins de discuter entre eux. Et surtout, moi je voudrais surtout qu'on fasse attention à une chose qui est obsédante dans ce tableau, c'est le visage de Bacchus. Or, le visage de Bacchus, pour la première fois dans l'histoire, est un visage inquiet. Bacchus, alors à la fois il semble être préoccupé par autre chose que par ce qu'il fait, c'est-à-dire pourquoi il regarde ailleurs que là où il fait son geste. Et d'autre part, Bacchus semble profondément absent de ça et semble être marqué d'une inquiétude. C'est-à-dire qu'il n'y a ni joie dans son visage, ni tristesse, mais il y a quelque chose d'une sorte d'un sérieux extrêmement étrange.
Alors, qui est évidemment une citation chez Caravage. Hein. Vous retrouvez chez Caravage la même chose. Hein. Vous avez chez les Bacchus du Caravage cette même inquiétude, à la fois absence du monde et inquiétude. Vous les retrouvez. Hein. C'est quasiment une citation. Vous avez un Bacchus du Caravage qui a le même regard sur la droite et qui semble être occupé à autre chose ou qui semble s'ennuyer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de détachement et d'inquiétude par rapport évidemment à la scène et par rapport à ce qui se passe. Et cette inquiétude, elle est fondamentalement importante. Parce que dans ce cas-là, Velázquez fait de Bacchus un personnage sobre et inquiet. Quand même extraordinairement étrange. Bacchus qui devrait être l'inverse. Bacchus qui devrait être saoul, qui devrait être dans un état d'ébriété et qui devrait être plus au-delà de l'inquiétude, puisqu'en fait, il devrait produire une sorte de joie et d'ébriété. Ça veut dire que dans ce cas-là, tout est inversé. Alors, tout est inversé, pourquoi et comment? La première chose, c'est qu'il faut se souvenir que dans l'histoire de Dionysos est compliqué, hein, c'est un dieu qui porte une épithète, quelquefois, qui est Dionysos Digonos, qui veut dire Dionysos né deux fois, puisqu'il est à la fois, il a failli mourir puisque sa mère a été brûlée, qui est Sémélé. Elle a été brûlée, Zeus le récupère et le fait naître une première fois. Puis la femme de Zeus, courroucée par l'intelligence de l'enfant, demande au titan de le récupérer, de le déchiqueter en morceaux, de le cuire et de le manger. Athéna récupère in extremis le cœur de Dionysos. C'est précisément pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Pallas Athéna, puisque Palein signifie battre. C'est elle qui fait rebattre le cœur de Dionysos. Et Dionysos, le cœur de Dionysos est donné à son père, qui le fait naître une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Dionysos est un dieu de la terreur. Il est un dieu de la terreur et un dieu de la mort. Et que, au fond, ce que fait peut-être Velázquez ici, c'est de nous... Puisque ça veut dire qu'à chaque instant de son éternité, Dionysos meurt et ressuscite, en permanence. Et que l'ébriété qu'il produit, c'est cette ébriété, cette hubris, c'est cette ébriété qui est faite pour que nous, humains, dans notre expérience du monde, on puisse arriver à se désinquiéter de ce qui sera la mesure de notre mort. Et bien peut-être que ce que fait ici Velázquez, c'est de montrer, pour une des premières fois, de montrer un Dionysos inquiet, c'est-à-dire dans sa phase la plus triste et la plus inquiète de ce qu'il est du monde et de ce qu'est le monde. Ça, c'est une première possibilité, en considérant que tout est inversé. On peut considérer aussi que tout est inversé dans une autre chose, c'est de considérer que pour la première fois, nous sommes en 1629 au XVIIe siècle, cette peinture, si c'est inversé, n'est plus allégorique, mais est parodique. Et ça veut dire que les deux gus qui nous regardent en riant, ils nous regardent en riant parce qu'ils savent bien que ce qu'on s'attache à regarder n'a pas la valeur allégorique qu'on voudrait, mais n'est qu'une profonde et simple et bête parodie. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils nous regarderaient avec ce sourire un peu goguenard, en train de se dire « mais bande d'imbéciles, c'est pas ça que vous regardez. Vous ne regardez pas une fonction allégorique, vous regardez 9 personnes qui sont en train de probablement s'amuser bourrées, ou à peine bourrées, mais à la campagne. » Et ça signifierait, donc pour le XVIIe siècle, une forme d'effondrement du concept du mythe dionysiaque, un effondrement du thias joyeux, parce que le thias n'est pas très joyeux. Là, s'il s'agit d'un triomphe de Bacchus, comme thias, on a connu plus joyeux comme thias. Et donc une absence totale de transfiguration. En somme, il ne s'agit que de 9 hommes, buvant en fin de journée de travail et mimant un rituel devenu désuet. Et c'est ça qui en fait un truc profondément parodique. Alors, je vous émets quelques lignes d'hypothèse qui permettraient de comprendre que cet objet n'est qu'une parodie. La première chose, c'est que là aussi, je me suis posé beaucoup de questions sur la structure du tableau. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai lu beaucoup de commentaires, de textes et de thèses sur ce tableau. C'est très compliqué. La structure du tableau est extrêmement compliquée à comprendre. Mis à part le fait qu'en général, tout le monde divise le tableau en deux à partir d'ici, là, à partir de la tête de celui qui se fait couronner, et prend une partie à droite des 4 personnages couronnés et de l'autre côté des 5-6 paysans qui sont de l'autre côté. En fait, c'est pas si simple. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, je propose d'abord de couper le tableau de cette manière-là.
Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je le coupe de cette manière-là. Parce qu'en fait, ça suit à la fois l'arme du personnage qui est couché, et ça permet de passer à 2 sphères, et je vais essayer de vous expliquer les 2 sphères qui sont proposées. Et à partir du moment où on arrive à structurer le tableau de cette manière-là, on arrive à comprendre comment ça se passe. Première hypothèse, sur la droite, une fois que vous avez vu cette construction comme ça, sur la droite, vous allez repérer quelque chose qui est assez étonnant. Vous allez repérer une chorégraphie très précise et une géographie très précise avec les mains. Regardez les mains, comment elles fonctionnent. Entre la main de celui qui salue, la main de celui qui... C'est un geste dans la discussion qui est à la fois un geste de don. Cette main qui est ici, la main sur cette main, la main qui tient le verre, et ce qui permettrait de construire une sorte d'étrange triangulation qui permettrait de contenir la tête du vieux. Et de l'autre côté, vous avez, donc il y a 6 mains d'un côté, et de l'autre côté, vous avez 6 objets. 6 objets qui sont extrêmement précis. Alors je vous les remets de cette manière-là, ce sera plus simple. Vous avez un premier objet, qui est ce verre à pied. Qu'est-ce que fait ce verre à pied au fin fond d'une campagne? Extraordinairement beau verre à pied. On est au 17e, hein. C'est-à-dire c'est un verre, on est sur un objet étonnant. Verre à pied rempli de vin, il contient du clairet, c'est-à-dire un vin qui est un vin probablement léger, en tout cas un vin qui a été probablement coupé, qui est tenu avec une certaine délicatesse par ce jeune homme qui est là, qui est d'ailleurs à vérifier, mais tout à l'heure je vous ai dit qu'il était couronné de pampre, et je me suis trompé, il est couronné de lierre, hein, donc c'est probablement Comos, si on le suit dans la tradition de l'iconographie. Lui est couronné, puisque c'est Bacchus, il est couronné de pampre, lui est couronné de lierre, et donc c'est Comos. Donc vous avez ce verre qui est ici, vous avez cette assiette à boire en faïence, vous avez cet étonnant verre, là aussi, très étrange, en plein milieu d'une campagne, ce grand verre rempli de clairet, et vous avez, pardonnez-moi, et vous avez en bas 3 objets, pardon. Vous avez un tonneau ici qui est fait de jonc, et vous avez ici en bas, vous avez une cruche renversée, enfin une carafe renversée plus exactement, donc vous voyez le cul qui fait une sorte de fenêtre ou de verre, et vous avez, comme si souvent, comme on a retrouvé par exemple chez Annibale Carracci ou ailleurs, cette fameuse cruche à bec pincé, qui renvoie évidemment à cette tradition grecque de l'oinokoé, et qui est évidemment un signe, un des rares signes, mais c'est une cruche en terre vernissée. Et si on va jusqu'au bout, on obtient donc ces 2 espaces, un espace constitué de ces 6 mains étranges qui dessinent quelque chose autour d'un vieillard. Alors, est-ce que ce vieillard, c'est Silène? Est-ce que c'est le père adoptif de Bacchus, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est là et qui vient, en tout cas qui est entouré de tous ces signes de main qui ont tendance à dire quelque chose? Et de l'autre côté, on obtient cette sorte de losange qui suit évidemment la ligne de découpe du tableau, ce losange qui prend en compte, qui entoure Bacchus avec ces 6 objets qui sont les outils qui viendraient fabriquer ce rituel, ou qui viendraient fabriquer cet instant. Conséquences et conclusions. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on interprète cet objet? Alors c'est compliqué, parce que c'est compliqué. Cet objet est un objet qui est une grande résistance dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de l'interprétation. Moi je vous propose plusieurs choses. Je vous en propose d'abord 3. 1, soit on considère que tout ce qu'on voit ici, ce sont les outils d'un rituel précis qui accompagne le culte de Bacchus. Et donc on est dans une représentation de Bacchus et d'un culte de Bacchus. Bon. C'est peut-être pas la plus saisissante, mais en tout cas, ça marche. Deuxième hypothèse, on considère alors que l'ensemble de ces objets, c'est-à-dire ces 6 objets plus ces signes de la main, que l'ensemble de ces objets, en fait, accompagne la parodie d'un rituel. Là, ça commencerait à être plus intéressant. Et là, on commencerait à comprendre que tous les objets qui sont là sont des objets qui appartiennent au vernaculaire, et que ce sont aussi des citations d'objets qu'on connaît à l'époque, qui sont des objets qui appartiennent au bodégone, et qu'on a déjà retrouvés chez tant d'autres peintres, ces cruches en terre vernissée, ces assiettes à boire en faïence, etc., qu'on connaît très bien ces natures mortes faites au verre, etc., etc. Donc on peut considérer qu'ils sont ça. Soit alors, on pourrait considérer, et c'est à mon avis, moi c'est l'hypothèse que je préfère, on peut considérer que l'ensemble de ces objets ne sont rien d'autre que des objets en tant que tels qui accompagnent l'absence de tout rituel. Et donc, ils ne sont ni symboliques,
ni allégoriques de quoi que ce soit. Ils sont juste là et ils accompagnent l'absence de tout rituel. C'est nous qui croyons qu'il y a un rituel et c'est nous qui interprétons la possibilité d'un rituel. Ça veut dire que cette œuvre, qui a été faite pour la chambre du roi, il faut la considérer comme une permanente hésitation entre rites, parodies et des ritualisations. Et c'est ça qui en constitue la lecture et qui en constitue l'articulation. Cette œuvre, en fait, n'est ni l'un, ni l'une, ni l'autre. C'est une articulation infinie entre les trois possibilités. Ça pourrait être du rite, ça peut être une parodie, ça peut être une déritualisation. Et c'est le génie, la modernité délirante de Diego Velázquez qui fait que cette œuvre tient sur un fil et qu'elle peut être les trois éléments à la fois. Et ça veut dire que, dans ce cas-là, c'est effectivement ce qu'on voit de manière littérale. Bacchus n'a ni thiase, ni triomphe. Il est juste l'expérience vide du rituel. Parce que nous sommes au XVIIe siècle, et qu'au XVIIe siècle, Bacchus ne signifie plus rien. Ou bien alors, il est juste le symbole, enfin même pas le symbole, il est juste l'expérience dans la peinture la plus évidente de la matérialité. Mais dans ce cas-là, c'est une expérience de la matérialité qui est particulière, parce que c'est une matérialité inquiète, et particulièrement inquiète, conçue sur une sorte d'étrange ivresse qui ne ressemble absolument à aucune ivresse.